Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. On sait tous évidemment qu'il faut bouger, manger sainement, faire du sport, mais est-ce que vous savez que la sédentarité, c'est l'une des premières causes de mortalité en France? Et la sédentarité, c'est pas qu'une question de faire du sport. Il peut s'agir simplement de marcher. Il peut s'agir simplement de bouger chez soi, de faire la cuisine, de faire le ménage, de faire son jardin, etc., etc. Et en fait, dans cette sédentarité, il y a plusieurs raisons qui sont parfois psychologiques, parfois sociologiques. On a évidemment l'impact des écrans qui est monumental, la manière dont les villes sont construites également. C'est de tous ces sujets dont on va parler avec Alexandre Dana, que j'ai déjà reçu sur Vlan, qui est le fondateur de Life Mentor et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La chaise tue ». Le titre est extrêmement clair, je crois. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Alexandre. Salut. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être là pour ce nouvel épisode ensemble. Exactement. Qu'on va faire en étant assis. Exactement. Ce qui est toujours une tragédie pour moi, vu ce dont on va parler. Ouais, on aurait pu le faire debout. Tu sais que j'ai des micros sans fil maintenant. On aurait pu le faire debout, mais ça aurait été plus compliqué de le filmer. Et maintenant, comme c'est sur YouTube, on le filme, et du coup, il faut les lumières, il faut les caméras, et ça aurait été plus compliqué. T'es venu à pied au moins ? Oui. Bon. Comme vous l'aurez compris, on va parler de mouvement. Pourquoi tu dis que... C'est le titre du bouquin, La chaise tue. Question très basique, hein, mais... Écoute, moi j'aimerais que ce titre, il soit outrancier, il soit provocateur, il soit extrême. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai choisi d'écrire un livre qui s'appelle La chaise tue parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité, c'est le 4e facteur de mortalité au monde. C'est un tueur, mais qui est silencieux. On s'en rend pas compte quand on est assis. Là, on se sent bien, on se repose, on se détend. Mais on est en train d'accroître nos risques de contracter des maladies cardiovasculaires. On est en train d'augmenter les risques de contracter un diabète de type 2. On sait aujourd'hui que 80% des diabètes de type 2 pourraient être sauvés par l'activité physique régulière. On augmente nos risques de surpoids et d'obésité. On pourra en parler plus tard, mais les statistiques d'obésité, elles ont vraiment augmenté en France ces 25 dernières années, et notamment pour les plus jeunes. On augmente nos risques de troubles musculo-squelettiques, le mal de dos, la lombalgie, qui est le cauchemar des kinés aujourd'hui, les douleurs cervicales, les tendinites du pouce, à cause surnommées également les tendinites des textos. Mais la sédentarité, c'est aussi quelque chose qui attaque notre santé mentale. Donc la chaise tue, c'est la chaise tue notre corps, mais c'est aussi la chaise tue notre bien-être, nos émotions, notre clarté d'esprit. Le temps passé assis excessif, il est associé à des plus forts niveaux d'anxiété, de dépression. Et donc c'est pour toutes ces raisons que finalement je me suis décidé à choisir ce titre et à publier ce livre sous le nom de La chaise tue. Oui, ça en fait pas mal en même temps. Oui. Et un truc qui est original, que les gens n'ont pas forcément en tête, je pense, c'est quoi une bonne chaise. Et une bonne chaise, c'est une chaise qui est pas trop confortable. Et ça peut sembler un peu contre-intuitif parce que quand on choisit une chaise, en général, les chaises de bureau, on essaie de les avoir hyper confort avec le dossier qui se rabat, qui permet d'être vraiment flex, etc. Et en fait, étrangement, ces chaises-là, elles sont encore plus mauvaises pour ton corps. Alors déjà, de base, la chaise, parce qu'en fait, on a quand même une position assise en tant qu'humain qu'on voit chez les enfants, qu'on voit chez les Indiens, parce qu'eux, ils l'ont pas perdu, mais que moi, par exemple, je suis absolument incapable de reproduire. Donc, mais parce que c'est pas une position assise sur une chaise. Non. C'est une position assise en squat. C'est ça, en squat. En fait, t'es censé, mais la position assise en tant qu'humain, c'est-à-dire accroupi, c'est une position de repos pour un humain. Normalement, tu peux rester là comme ça des heures. Moi, je sais même pas. Enfin, en fait, mes talons se lèvent du sol, donc je peux pas la tenir la position par définition. Donc cette position assise, on l'a perdue. On la voit chez les enfants, mais en fait, nous, adultes, pour la grande majorité, à moins
peut-être les gens qui font beaucoup de yoga, on l'a tous perdu. Donc il y a cette position assise, et après, plus t'es confort, plus c'est problématique. Non, il n'y a pas aussi ça dans le problème de la chaise? Et c'est exactement ce que tu décris, et si on fait un petit recul historique, c'est assez récent, voire très récent dans l'histoire de l'humanité, ce temps passé assis sur des chaises. Alors oui, on va en parler bien sûr. En fait, dans l'histoire, c'était les rois, les empereurs qui ont eu en premier accès aux chaises. Et puis ensuite, le passage de la révolution agricole à la révolution industrielle, à la révolution des services, a créé le travailleur de bureau. Donc aujourd'hui, c'est 8 millions de personnes en France qui travaillent assis sur des chaises devant un bureau. Et effectivement, on n'a pas du tout intégré que ce travail de bureau, cet immobilisme, était néfaste pour la santé, alors qu'on l'a assez bien intégré en France pour le travail en usine, avec tout un tas de réglementations pour obliger les entreprises à donner à leurs employés des casques, des lunettes de protection, des gants. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a une réflexion bien engagée sur ces sujets qui n'existe absolument pas pour le travail de bureau, alors que on a des solutions, on a des bureaux assis debout, on a des pédaliers, on a une super marque en France qui s'appelle Bloon, qui fait des sièges ballons, qui ont été conçus par un ostéopathe, qui est donc un gros siège qui permet d'activer plein de micro-mouvements au niveau des hanches et du dos. Donc on a effectivement c'est cet objet qui semble insignifiant, la chaise, qui a envahi notre quotidien, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, qui sont des raisons liées à l'environnement et à la technologie omniprésente. Et on n'a pas nos signaux d'alerte activés. Bah non, parce que c'est une position de repos. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais rigolote, qui va te faire marrer, je pense. Enfin, marrer, sourire. Les toilettes aussi. Et notre corps est pas prévu pour ça non plus. C'est-à-dire que quand vous allez aux toilettes et que vous êtes assis naturellement, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui savent qu'il faut mettre un marchepied. Il faut un rehausseur, exactement. Il faut un rehausseur parce qu'en fait, sinon ça crée un coude au niveau de l'intestin, et donc vous forcez beaucoup plus, et c'est pas du tout naturel d'aller aux toilettes assis de cette manière-là. Il faut un rehausseur. Donc pour retrouver une sorte de position accroupie, qui est la position assise humaine, pour pouvoir aller aux toilettes beaucoup plus naturellement. Et pour soigner son muscle tuborectal, si je dis pas de bêtises. Ah, là, je sais pas. c'est ce muscle-là qui est concerné. On va parler de la raison pour laquelle on est assis, qui est, tu l'as dit, tu l'as souligné, c'est très clair, c'est le travail. Le travail et les habitudes, bien sûr. Le problème du travail, pour beaucoup de personnes, mais pas tout le monde, c'est que t'as pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, tu es assis parce qu'on te demande d'être assis de 9h à 17h. Enfin, je dis n'importe quoi, mais un travail de bureau classique. T'as pas cette liberté finalement de marcher, à part d'aller à la machine à café, d'aller aux toilettes quand t'as le temps. Comment, enfin, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, tu vois, ils peuvent comprendre le concept, mais du coup, comment tu fais quand t'as pas un bureau debout, parce que ton entreprise ils t'en ont pas offert un. Tu dois être assis de 9h à 17h. Ce qui de toute façon est mauvais, parce que idéalement faudrait changer de position toutes les 2 heures, même avec le ballon dont tu parlais. En fait, idéalement faut changer de position. En fait, tout l'enjeu c'est de changer de position et pas rester dans la même position pendant trop longtemps. Enfin, pas plus de 2 heures en tout cas. Comment on fait? Alors déjà, on comprend que le problème il est à la fois individuel et collectif, et qu'on ne peut pas se contenter de dire aux gens bougez-vous, marchez, prenez-vous en main, etc., etc. Moi, on en a déjà parlé, je crois, toi et moi, mais je suis vraiment extrêmement touché par les travaux d'un sociologue qui s'appelle Nicolas Marquis, qui parle de la religion de l'individu volontaire, qui explique comment une certaine culture du développement personnel s'est imposée à nous, culture selon laquelle, si on veut, on peut, tout dépend uniquement de nous-mêmes. Non, on vit en société, on vit en collectif, et donc il y a aussi des sujets qui doivent être adressés à ces niveaux-là. Donc c'est certain que au niveau des entreprises, au niveau des collectifs, il faut une prise en compte du coût de cet immobilisme. Récemment, quelqu'un qui s'appelle Paul Klotz a sorti une note avec la fondation Jean Jaurès, évaluant à 140 milliards le coût de la sédentarité pour les finances de l'État. Et donc, il faut que de plus en plus d'entreprises prennent le sujet en main et
fassent évoluer leurs équipements de travail, leurs bureaux, pour permettre aux gens d'être moins sédentaires. Ensuite, effectivement, tout va dépendre du métier qu'on a. Et on n'est pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes contraintes. Mais on peut aussi se rappeler que certaines habitudes sont culturelles et ne sont pas nécessaires. L'habitude de faire des réunions en étant assis. On peut au moins se poser la question, est-ce que je peux faire cette réunion en étant debout ? On s'endort moins, surtout si c'est après le repas. Exactement. Est-ce que je peux faire cette réunion en marchant ? Ce rendez-vous avec mon collègue, avec mon manager, avec quelqu'un avec qui je travaille, est-ce que je peux pas le faire en marchant à l'extérieur des bureaux ? Et ça, c'est des solutions qui, généralement, provoquent une certaine gêne, une réticence, mais qui est purement culturelle, qui n'est pas fonctionnelle. Et ça, j'ai pu le constater dans ma propre expérience. Quand moi, j'ai commencé à marcher et à changer mon rapport au travail pour être plus en mouvement, je me suis rendu compte qu'au début, la réticence que j'avais en face de moi, elle était purement d'ordre culturel. Ensuite, le Covid a été un accélérateur de sédentarité absolument incroyable. Ça a démocratisé Zoom, ça a démocratisé le travail en ligne. Et on doit aussi réagir par rapport à ça et se rendre compte qu'on a besoin de se déplacer, qu'on a besoin de bouger et de comprendre que le télétravail, qu'on pouvait imaginer être associé à une plus forte pratique sportive, je suis chez moi, ça va être plus simple de caler ma séance de sport. Dans les faits, dans les statistiques, c'est associé à une plus forte sédentarité. On ne se déplace plus jusqu'à son lieu de travail et sur son lieu de travail, du coup, on n'a plus la pause café, les déplacements entre collègues, etc. etc. Donc, on doit bien comprendre notre environnement et ensuite tenter tous les changements possibles à la fois au niveau purement individuel, tu l'as dit, bureau assis debout, pédalier, siège ballon, et au niveau de mes interactions avec mes collègues. On a une mutuelle qui s'appelle Alan qui vient de lancer une fonctionnalité intéressante, c'est un compteur de pas en entreprise. Donc si mon entreprise utilise la mutuelle Alan, on me propose de compter mes pas et je peux voir le nombre de pas effectués chaque jour par mes collègues. Et ça, c'est intéressant parce que ça crée une sorte de saine compétition et ça génère des discussions intéressantes avec les gens à la machine à café. Tiens, mais comment est-ce que tu as fait pour faire 10 000 pas depuis ce matin ? Donc ça fait partie, je trouve, des initiatives vraiment intéressantes. Mais alors, pour revenir sur le type de travail, donc on a plein de types de jobs. En France, comme on a désindustrialisé de manière massive, on a quand même beaucoup de métiers qui sont de services, donc de bureaux. Mais il y a quand même des gens qui sont menuisiers, architectes, architectes, bon, en l'occurrence ça marche pas. Mais menuisiers, électriciens, plombiers, qui travaillent sur les chantiers, qui ont d'autres problèmes, parce qu'en fait ils portent souvent des charges lourdes, il y a la pénibilité du travail, etc. Mais ils n'ont pas le problème de la sédentarité, nécessairement. Donc là, ce dont on parle, c'est toutes les personnes qui sont en bureau. Mais dans les bureaux, il y a différents types de jobs. C'est-à-dire que si t'es cadre, si t'es le fondateur de la boîte comme toi, ou si t'es un employé, je sais pas, un téléopérateur ou téléopératrice call center pour XY marque, bah t'as pas trop l'occasion de bouger de ta chaise en fait. Mais c'est pour ça qu'on a besoin que l'État intervienne. On a besoin que l'État force les entreprises à respecter le concept de pause active. C'est essentiel. Prenons le cas du Japon. Dans les années 1920, ça remonte, le gouvernement japonais lance un programme qui s'appelle Radio Taizo, en partenariat avec la plus grosse radio du pays. Via ce programme, tous les matins, la radio japonaise diffuse des exercices de gymnastique. Ça dure 5-10 minutes et le gouvernement japonais demande à toutes les entreprises de mettre la radio au début de la journée de travail. Et c'est ça qui a créé la culture de ces entreprises japonaises où tu vois les employés commencer leur journée par des étirements, par lever les bras, sauter avec leurs jambes, etc., etc. On a tous vu ces vidéos notamment dans les usines ou dans les bureaux japonais, d'employés qui commencent leur journée en bougeant. Mais ça me semble faire partie d'actions collectives absolument essentielles pour changer la culture. Oui, donc en fait, il y a potentiellement l'État,
potentiellement les entreprises une par une, et après il y a les individus. Mais les entreprises ont tout intérêt à comprendre que c'est aussi pour leur intérêt. Enfin, si on regarde les études sur les liens entre créativité et activité physique. Et même les arrêts maladie, en fait, ce que tu dis. En fait, alors, les arrêts maladie également. Les lombalgies, le mal de dos, c'est 28% des arrêts de travail en France. Tout ce que je peux faire pour que mes employés se sentent mieux, habitent leur corps avec plus d'aisance, plus de facilité, c'est autant d'arrêts de travail en moins. Et d'ailleurs, dans le cadre de la rédaction de La Chaise Tue, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Guillaume Millet, qui est un professeur en physiologie, qui a écrit un livre avec 2 autres chercheurs qui s'appelle « Défatiguez-vous ». Et dans ce livre, il explique que les concepts de burn-out et de fatigue chronique ont évolué en vase clos. Aujourd'hui, on sait qu'on a une explosion des fatigues chroniques en France, avec notamment un terme maintenant qui s'appelle la fibromyalgie, qui désigne des personnes qui sont fatiguées depuis plusieurs mois sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et Guillaume pose la question dans ce livre. Est-ce qu'au fond, on ne parle pas de la même chose quand on parle de burn-out et de fatigue chronique ? Est-ce que les causes ne sont pas ici extrêmement similaires ? Aujourd'hui, quand on parle d'épuisement professionnel, on accuse le management toxique, le manque de sens, etc. On ne pense pas forcément à l'inactivité physique. Alors que la cause d'une immense partie des burn-out, c'est peut-être tout simplement ça. C'est que les gens n'en peuvent plus de rester 8, 9 heures, 10 heures par jour assis au travail, face à un écran, sur une chaise, temps assis qui s'accumule avec le temps assis dans les transports, si je vais en voiture à mon travail, et le temps passé assis le soir, si je regarde un film, etc., sur mon canapé. Donc, on a effectivement, à tous les niveaux du collectif, intérêt à être plus actif physiquement. Personne n'y perd, tout le monde y gagne. Non, mais ça, en fait, je pense que c'est... Alors... Il y a plusieurs sujets, parce qu'il y a bouger dans l'entreprise et puis après il y a bouger en dehors de l'entreprise. Oui. Pas pendant son sommeil. Donc en fait, on a 3 grands temps dans notre vie. Il y a le temps de sommeil qui est un temps essentiel, extrêmement important pour notre santé. Il y a le temps de travail et puis après il y a le temps avant, après qu'on essaye de caler comme on peut. Il y a des inégalités sociales à cet endroit parce que évidemment les personnes qui travaillent en banlieue, qui vivent en banlieue, travaillent à Paris, ou en tout cas dans une grande ville et habitent en banlieue parce qu'elles peuvent pas se permettre d'habiter proche de leur travail, elles passent beaucoup de temps dans les transports, parfois debout, mais de manière très, enfin en tout cas pas très agréable, on va dire. Si je prends par exemple la ligne 13 à Paris, fameusement connue pour ça, mais si tu prends le RER en banlieue, voilà, en tout cas moi je l'ai beaucoup expérimenté. Et il y a une question de temps, tout simplement. Une question de temps, parce qu'en fait, entre je m'occupe de mes enfants, je dois faire à manger, je dois rentrer chez moi, je dois aller au travail, etc. J'ai pas vraiment le temps non plus de bouger. Là, on parle même pas de faire du sport. On va revenir sur le sport après, mais c'est juste de me déplacer en fait. Oui, il faut bien distinguer effectivement l'inactivité physique du sport. Notre environnement nous rend sédentaires. C'est la thèse principale du livre qu'on a écrit avec donc mon co-auteur Victor Fersings, et c'est celle-là. Notre environnement nous rend sédentaires, notre travail, nos loisirs, l'école, l'agencement des villes et l'omniprésence des écrans. Donc, toutes ces dimensions de notre environnement, il faut les analyser, les creuser pour comprendre à quel point elles nous rendent sédentaires. Une ville qui ne construit pas de pistes cyclables, une ville qui donne la priorité aux voitures, c'est une ville où on voit plus d'enfants en train de jouer dans les rues et faire des parties de foot comme ce que moi je faisais il y a 30 ans à Paris. Je faisais ça tous les jours, en plein cœur de Paris. Mais où ? Place Saint-Germain-des-Prés, à côté du... Mais il y avait des places où tu pouvais jouer au foot. Absolument. Et je me rappelle, quand j'avais 12 ans, ce jour où des policiers sont venus nous interdire de jouer et nous ont emmenés au commissariat. Parce qu'en fait, ça a beaucoup d'impact, ça aussi. Sur l'éducation des enfants, on va pas changer de sujet, mais ça a un énorme impact. Absolument. C'est-à-dire que s'isoler, être sédentaire, ça a un impact effectivement avec notre rapport à l'extérieur
Et c'est un sujet majeur pour la jeunesse aujourd'hui, avec la notion même d'enfant d'intérieur. Mais c'est un sujet aussi pour les adultes. On a eu la chance de pouvoir interviewer plusieurs psychologues dans le cadre de la rédaction de ce livre, qui nous expliquent les liens entre sédentarité et dépression. Je m'isole socialement, je me coupe du monde, je reste chez moi et je reste avec mes écrans. Et maintenant, effectivement, comme tu le disais, sur tous ces domaines, enfance, ville, travail, rapport aux écrans, loisirs, il y a des inégalités sociales. Si je veux que mes enfants passent 2 jours par semaine en nature, tout en ayant un cursus scolaire, je peux choisir de les mettre dans une école dans la forêt. Il n'y en a que 30 en France, mais c'est des écoles privées hors contrat. Et pour avoir échangé avec certains directeurs de ces écoles privées hors contrat, eux, ils sont extrêmement déçus que ça soit du privé hors contrat. C'est qu'ils n'avaient juste pas les moyens. Ils avaient un modèle pédagogique en tech, et donc ce modèle où les enfants, pendant 2 jours, apprennent des choses avec un enseignant, une enseignante, mais en étant en train de bouger, en étant en train de marcher au milieu d'une forêt. Sauf que ce n'est pas du tout un modèle qui est priorisé par l'éducation nationale aujourd'hui. On a 300 écoles dans la forêt en Belgique, contre 30 en France, et dans les pays scandinaves, c'est le modèle dominant. Donc c'est possible de le mettre à l'échelle. Donc c'est possible, effectivement, de le mettre à l'échelle. Et je pourrais prendre des exemples similaires sur le rapport aux villes, etc. Donc ici, je pense qu'il faut qu'on interpelle tous nos dirigeants politiques pour qu'ils mettent en place des vrais programmes de sensibilisation, d'incitation à l'activité physique, et qu'on comprenne que c'est nécessaire d'y penser dans tous les ministères. Ce n'est pas du tout un sujet qui doit relever uniquement du ministère des Sports. Non, parce que c'est pas du sport. Enfin, c'est pas du sport. On va y revenir parce que une question que je t'ai pas posée, mais qui me semble essentielle. Pourquoi parmi tous les sujets que tu aurais pu aborder, pourquoi c'est le sujet que tu as voulu aborder? Pourquoi tu t'es dit, tiens, en fait, moi j'ai passé 2 ans de ma vie globalement à me concentrer, à essayer de comprendre le problème de la sédentarité et comment je peux essayer de le résoudre, comment je peux prévenir d'une certaine manière sur ce sujet. Pourquoi c'est ce sujet-là en particulier qui t'a le plus touché? Alors il y a eu plusieurs raisons. La première, ça fait 15 ans que je suis rentré dans la vie professionnelle, et en 15 ans, comme beaucoup de personnes, j'ai senti que ma santé déclinait. J'ai senti que... À ton âge? Oui. Enfin, t'es plus jeune que moi. Non, mais j'ai senti que mon corps devenait plus rigide, moins mobile. Et je suis passé par des moments de grosses difficultés professionnelles, d'épuisement, où j'ai d'abord essayé de chercher des raisons et des solutions d'ordre psychologique, comment modifier ma manière de travailler, comment mieux interagir avec les autres, etc. Pour in fine me rendre compte que cet épuisement professionnel était majoritairement dû à mon inactivité physique. Moi qui étais un enfant qui sortait de chez lui pour courir jusqu'à l'école, dès que l'école était finie, je courais pour aller jouer avec mes copains, j'avais commencé un très classique travail de bureau. J'ouvrais mon ordinateur, au début je travaillais depuis chez moi, je passais du lit à la chaise, à la pause déjeuner je sortais pour aller à la boulangerie la plus proche, je prenais à emporter un sandwich que je mangeais assis devant mon ordinateur, je me remettais à travailler et le soir je regardais un film. Et ça, quand tu le cumules sur plusieurs années, ça fait mal à ton corps et ça fait mal à ta tête. Et puis ensuite, donc ça a été la première raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la sédentarité. J'ai commencé à mettre en place des changements dans ma manière de travailler pour être plus actif. Ensuite, comme tu le sais, j'ai commencé à travailler pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose. Et là, j'ai commencé à rencontrer des neurologues, des cardiologues, des psychologues pour les interviewer. On embrasse Anne. On embrasse Anne Guéquer. Et à chaque fois, quasiment toujours dans ces interviews, le sujet de la sédentarité revenait. À un moment. Au bout de 30-40 minutes de discussion, on en reparlait toujours. Je me rappelle de parler au docteur Olivier de la Doucette, qui est un spécialiste d'Alzheimer, qui me dit probablement que l'activité physique, c'est la meilleure solution contre Alzheimer.
Et donc là, je me suis dit, c'est dingue. Enfin, tous ces professionnels de santé en parlent à un moment, mais on n'a pas encore de ressources qui fait un peu la synthèse sur ce sujet. Et j'ai rencontré enfin donc mon co-auteur Victor Fersing, qui lui était journaliste spécialisé sur l'économie de l'attention, le rapport aux écrans, et qui est membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation dans les collèges et les lycées sur l'addiction aux écrans, et qui parle aux enfants et qui est bien placé pour voir à quel point il y a urgence. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de commencer l'écriture de ce livre, et puis ensuite on s'est fait happé par la profondeur du sujet, et ça a été une enquête passionnante. Et alors, juste avant que je te pose cette question, on parlait de sport. Il y a une différence entre le sport et le mouvement. Oui. Il y a peut-être des personnes qui se disent « Non mais moi ça va parce qu'en fait, je vais faire un footing tous les dimanches et je cours 10 km, admettons. » Le problème, c'est que déjà faire du sport une fois par semaine, ça suffit pas. Et qu'idéalement, il vaut mieux faire un peu tous les jours qu'une fois ou 2 fois beaucoup. Alors, idéalement, il faut, enfin, le mieux, c'est d'en faire un petit peu, je veux dire, dans l'absolu, mais idéalement, ce serait d'en faire un petit peu tous les jours, du mouvement, monter les marches, peut-être des mouvements très simples, mais en même temps qui sont essentiels. Et il y a aussi, ce que tu décris dans le livre, une forme de sportifs sédentaires, c'est-à-dire qu'en fait, qui font du sport et puis finalement, qui ne font que ça, ce qui est un peu mon cas, par exemple. Oui, alors, il faut complètement différencier ces termes. Sédentarité, ça vient du latin sedere, qui veut dire être assis. L'activité physique, on la définit comme une contraction musculaire. Une activité qui nécessite une contraction musculaire. Monter les escaliers, c'est le cas, par exemple. Faire du vélo électrique ? Oui, ça légèrement, ça fonctionne très aussi, légèrement. mais beaucoup moins qu'un vélo mécanique. Je peux être un sportif sédentaire. Ça a été une des premières claques dès le début de l'enquête, quand j'ai rencontré le cardiologue François Carré, qui fait un travail exceptionnel, qui est vraiment un des pionniers en France, le pionnier sûrement de la lutte contre la sédentarité, et qui me confiait qu'aujourd'hui, chez les sportifs de haut niveau, notamment chez les footballeurs, on a une explosion des blessures dues à la sédentarité. Et c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Mais ce qui se passe, c'est que ces footballeurs professionnels, ils vont passer en dehors de leurs entraînements 10 heures, 12 heures par jour à être sur leurs écrans, à jouer à FIFA ou à chatter sur les réseaux sociaux, à poster des stories, etc., etc. Le corps est une machine, est un écosystème qui a besoin d'être utilisé au quotidien. Les bienfaits de l'activité physique, ils vont s'estomper au bout de 24 heures, 36 heures max. Est-ce que tu te laves les dents une fois par semaine ? Non. Tu te laves les dents 3 fois par jour. Et ben je vais être honnête, 2 fois. 2 fois. Je préfère être honnête. Si tu passais à 3 fois, ce serait pas grave du tout. Ce serait même mieux. Et ben pour l'activité physique, c'est la même chose. Plus tu le fais en permanence, mieux c'est. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on surestime, on survalorise le sport par rapport au mouvement. On a pourtant plein d'études qui montrent que des sportifs sédentaires, donc des gens qui font 1 à 2 séances de sport, parfois très intenses dans la semaine, mais qui font par contre 10 heures de sédentarité au quotidien, ont des taux de sucre et des taux de cholestérol plus élevés que des personnes qui ne font aucun sport, mais qui sont en mouvement en permanence. Si tu prends des personnes qui, au contraire, font du bricolage, du jardinage, de la marche, du repassage, qui font la cuisine, eh ben, elles sont en mouvement, elles sollicitent leurs articulations, elles font travailler leurs muscles cardiaques et elles sont en meilleure santé. Tout ça, ça a un nom en anglais qui s'appelle les NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça désigne toutes ces activités qui ne sont pas du sport, mais qui sont de l'activité physique. Et donc, c'est là où notre environnement doit encore une fois être interrogé. Ces immeubles avec ascenseur, ces appartements où on se fait livrer avec nos téléphones la nourriture au lieu d'aller la chercher, ces services qui nous proposent d'avoir quelqu'un qui vient pour monter nos étagères, pour percer nos murs, pour faire le bricolage à notre place. Toute cette technologie de confort, elle s'oppose à notre besoin physiologique de faire de l'effort, d'activer l'hormèse.
C'est quoi l'hormèse ? L'hormèse, c'est le fait que notre corps, s'il est soumis à un stress, va se renforcer. Alors, évidemment, il ne faut pas aller trop loin dans le niveau de stress. Sinon, par exemple, c'est la blessure musculaire. Mais si on veut renforcer notre immunité, notre force, notre souplesse, il faut un certain niveau de stress. Or, ces technologies du confort, elles nous font courir vers un scénario Wall-E. Je ne sais pas si tu as vu ce film. J'ai fait beaucoup référence. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Wall-E, à la fin, on découvre que l'humanité qui a survécu, elle est dans un vaisseau spatial, tout le monde est obèse, tout le monde est sur des sièges ultra technologiques qui peuvent nous satisfaire tous nos besoins et nos désirs, et on n'est plus capable de rien faire par nous-mêmes. Et on a peur en plus. On a une peur du mouvement, on a une peur de l'extérieur, on a perdu confiance dans nos capacités. On n'a plus le contact avec ce... Exactement. Donc effectivement, au lieu de se rendre obsessionnel de quel est le bon sport pour moi, la démarche que nous on propose dans ce livre, c'est plutôt de se dire comment tout au long de ma journée, je peux multiplier l'activité physique et la diversifier, lui donner plein de formes différentes et transformer ça en jeu. Et on peut le faire à la fois dans nos loisirs, dans notre travail, dans nos transports, dans nos rapports avec nos enfants, etc., etc. Alors, comment je fais au travail ? Donc, tu as parlé de... Moi, j'ai parlé d'aller à la machine à café, d'aller aux toilettes. Bon, c'est très basique, mais c'est un micro-mouvement. Tu as parlé des bureaux debout, mais c'est pas une possibilité pour tout le monde. Tu as parlé des réunions qu'on pourrait faire debout ou en marchant. Debout ou en marchant idéalement. Ouais. Idéalement en marchant dehors. Ouais. Ça, c'est encore un autre step pour s'en faire de jeu de mots. Les sièges ballons. Les pédaliers. Les barres de traction. Au bureau. Bah oui, qu'on met au bureau et qui permettent de se suspendre ou qui permettent de faire des tractions. Les haltères, les élastiques. Avoir simplement un élastique qu'on peut tirer. En fait, il faut penser à tout ce qu'on a chez le kiné et se dire, mais pourquoi ça devrait être que chez le kiné ? Pourquoi, en fait ? Tu pourrais avoir un mur technique chez toi avec des élastiques. C'est ce que j'ai, pour le coup. C'est pas vrai. C'est vrai. Oui. T'as mis un mur technique avec des élastiques. Alors, j'ai pas exactement le même mur technique que chez le kiné, mais j'ai des élastiques à 3 endroits différents là où je vis, notamment sur les escaliers, pour y penser et que mon environnement, naturellement, me donne envie d'utiliser ces élastiques et de travailler ma coiffe des rotateurs et autres muscles. Cela dit, moi, j'ai un tapis de yoga toujours ouvert. Tu vois, comme quoi. Exactement. Le tapis de yoga toujours ouvert, c'est un très bon exemple. Les haltères, on peut aller très loin. Moi, je pratique les arts du cirque, donc j'ai un tripode de 5 mètres de haut dans le jardin. Ça, c'est un peu extrême. Mais et tu sais pas à Paris. mais on peut aller très loin. Mais enfin, pour te répondre quand même sur le sujet du travail, je reviens encore une fois sur le sujet culturel. On n'a pas l'habitude, au travail, de voir des gens utiliser leur corps. On n'a pas l'habitude de faire des torsions. On n'a pas l'habitude de s'étirer. On n'a pas l'habitude de voir quelqu'un en pleine réunion se lever, se pencher, essayer de toucher ses pieds avec ses mains. Alors qu'on le doit. Un des témoignages les plus touchants que j'ai reçu en écrivant ce livre, c'est celui de quelqu'un qui s'appelle Maxime. Donc Maxime, quelqu'un qui a 50 ans, qui, il y a quelques années, se retrouve au Canada pour un séminaire professionnel. 3 jours. Assis 11 heures par jour. C'est le séminaire annuel, ils doivent prendre toutes les décisions. Et lors de ce séminaire, une nuit, il commence à ressentir une douleur au mollet. Vraiment très intense. Il fonce aux urgences et là, on lui diagnostique un facteur 5 de Leiden. C'est un problème de coagulation sanguine. C'est souvent le problème on appelle ça la maladie du voyageur d'avion. Parce qu'en avion, t'es assis pendant longtemps, puis en plus, il y a la pression qui change, etc. On lui explique qu'il a 4 à 5 fois plus de chances de contracter ce problème quand il est sédentaire. Mais depuis, ce Maxime, il a mis en place des règles dans son travail. Il est salarié à un haut poste dans une belle entreprise. Il a mis des règles en place drastiques. Il supporte plus les réunions qui sont trop longues. Il se lève dans les réunions. Il marche. Il a paramétré sa montre pour qu'elle bip toutes les 45 minutes quand il est assis.
Il a pris l'habitude d'aller marcher quand il est en télétravail dans un bois qui est pas loin de là où il habite, de faire ses appels en marchant, etc., etc. Donc il y a aussi une dimension vraiment de s'autoriser à bouger, à marcher, à s'étirer, à habiter ce corps et c'est tout à fait naturel et beau, mais on l'a oublié, on a oublié ce bon sens. Mais tu sais, c'est marrant parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'étais au Café Compagnon où je vais en permanence je me suis levé pour aller aux toilettes et quand je suis revenu, j'ai fait un squat, tu vois, je me suis mis en position assise, bon, pas en me tenant parce que je ne peux pas donc la tenir, mais avec un appui, je peux le faire bien sûr, enfin un appui, un truc que je peux tirer en l'occurrence. Et les gens me regardaient comme si j'étais un ovni. C'est-à-dire que, et si tu le fais dans le métro, si tu le fais à l'aéroport, les gens vont pas comprendre. C'est-à-dire que si tu te commences à faire des mouvements de mobilité dans l'avion, ce que je fais aussi de temps en temps, ou dans un espace public, c'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec Major Mouvement, tu sais. Et où il disait, c'est totalement normal, il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est pas, culturellement, on n'a pas trop l'habitude de voir des gens faire des exercices de souplesse ou en tout cas de mouvement, dans les espaces publics. Et c'est là où on en revient à l'école. Où on dit aux enfants, tiens-toi droit, reste tranquille. Alors que si tu regardes un bébé, c'est le meilleur exemple de mobilité qu'on puisse trouver. Il rampe, il se met sur ses fesses, il a une mobilité de hanche incroyable, il roule, il rampe, il marche, il court. Il se met accroupi. Voilà. On perd ça avec l'école. On a une politique de la chaise qui se met en place. On doit travailler tous ensemble pour réaccepter collectivement le mouvement. Que notre corps n'est pas fait pour. Ensuite, il y a... Donc ça, on a bien compris, je pense qu'on a bien saisi l'idée. Après, il y a différents types de mouvements. Parce qu'il y a les mouvements au bureau, il y a les mouvements dans la ville, et puis il y a les mouvements dans la nature, qui n'ont pas forcément les mêmes conséquences, en particulier sur ta santé mentale, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler des trois... je pense que on a bien compris le mouvement dans le bureau, c'est pas idéal, mais c'est quand même le plus accessible. Donc d'aller au bureau en vélo, idéalement pas électrique, mais bon, si on veut pas trop transpirer, électrique. De monter les marches, de marcher dans le couloir, de changer de position, de s'assurer de bouger de manière régulière, même si c'est pas beaucoup, mais au moins faire circuler le sang, quoi, on va dire. Après, tu peux marcher. Donc ce que tu disais, réunion debout, réunion en marchant, mais idéalement quand même, si c'est possible, et c'est pas possible pour tout le monde, et c'est là où on a des grosses différenciations sociales, mais de le faire dans la nature. Oui. Et juste avant d'attaquer ce sujet, j'espère que ça va devenir la norme dans les politiques employeurs de dire lors des entretiens de recrutement, on vous propose ce salaire X, peut-être que vous pouvez trouver mieux ailleurs, mais chez nous, il y a des douches, il y a des sièges ballons, il y a des pédaliers, il y a des bureaux assis debout, il y a des réunions en marchant, il y a des barres de traction, il y a des élastiques, il y a un environnement qui va vous permettre d'éviter, de limiter les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de burn-out, de troubles musculo-squelettiques, de cancer, d'obésité. Et ça, mais s'il y a des DRH qui nous écoutent, je leur dis, c'est un discours d'une puissance inouïe, complètement absolue. Alors effectivement, l'étape ultime pour une entreprise serait de dire « et nous avons installé nos bureaux près d'une forêt ». Ce qu'ils ont fait chez Pierre Fabre, entre autres. C'est ce qu'ils ont fait chez Pierre Fabre, entre autres. Et c'est ce qu'on a fait chez Live Mentor. C'est ce qu'on a fait aussi dans mon entreprise. Alors, pour être exact, on a 3 bureaux, un à Vannes, un à Paris, un à Aix-en-Provence. Celui de Paris, il n'est pas à côté d'une forêt, mais il est à côté du cimetière Père-Lachaise, qui est génial. Et moi, j'adore faire des réunions là-bas, même si ça peut surprendre parfois de proposer une réunion dans un cimetière. Mais il est rempli d'arbres, il y a du super dénivelé, donc ça fait travailler le cardio, ça fait monter en zone 2. Et à Aix, on a la chance d'avoir pu se mettre dans une zone où on est au milieu d'une forêt, et donc on a maintenant les personnes de l'équipe qui ont l'habitude de sortir faire leur one-one, leur réunion individuelle, en allant marcher au milieu de nulle part, au milieu des arbres. Effectivement, la
la marche en nature, c'est une expérience qui est incomparable avec la marche dans un open space ou la marche en ville. C'est associé à une stimulation de la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Ça libère des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine. Au Japon, la technique du Shinrin-yoku, les bains de forêt thérapeutiques, est remboursée par les mutuelles. On a au Japon 300 sentiers de forêt dits thérapeutiques. Il y a même des thérapeutes qui passent une certification d'accompagnateurs sur ces chemins, parce qu'on sait là-bas que pour aider quelqu'un qui passe par une période difficile, qui traverse une dépression, et ben l'emmener en forêt, avec ce cliché du câlin aux arbres, mais surtout se balader, se promener, c'est une vraie solution thérapeutique. Si on prend l'angle de la créativité, il y a une fameuse étude dont je parle dans le livre qui s'appelle Give Legs to Your Ideas, où ils ont proposé à différents groupes des exercices de créativité pour se rendre compte qu'in fine, le groupe qui était en pleine nature, en train de marcher, avait 81% de plus de créativité, d'idées créatives que le groupe qui était assis dans un bureau. Donc là encore, il faut peut-être revenir à du bon sens et se rappeler que dans l'histoire, on a plein de scientifiques, de savants, d'artistes, de philosophes qui avaient l'habitude de marcher. Kant était surnommé l'horloge de Königsberg. Il habitait à Königsberg et on le surnommait l'horloge parce que tous les jours à la même heure, il partait pour faire une promenade. Je pense évidemment aussi à Churchill, qui était un très grand marcheur, Virginia Woolf. On a plein d'exemples. Et je pense qu'on le sait tous, en fait. Bien sûr, on le sait. Indépendamment de ce que peut nous dire la science, on a tous ressenti ce moment où on est bloqué face à notre ordinateur, on n'a plus d'idées, on est en panne créative, on part marcher, et là on active d'autres formes de pensée, notamment la pensée divergente qui consiste à avoir plein d'idées sur un problème donné. Donc autorisons-nous à redécouvrir cette pratique. Je propose différents exercices, dont un avec un carnet dans le livre, pour justement faire le constat que nos meilleures idées viennent quand on est en train de marcher. C'est pas forcément pratique pour les noter, mais on peut les enregistrer sur son téléphone. On peut les enregistrer sur le téléphone, on peut les noter sur un carnet, on peut trouver des solutions. Mais néanmoins, donc on en revient à ce que les gens se disent, sans doute, en nous écoutant, en disant, il est bien mignon, Alex, mais où est-ce que je trouve le temps de faire ça? Parce qu'en fait, le problème, c'est que, encore une fois, je dois partir à 7 ou 8 heures du matin, amener mes enfants à l'école. Ensuite, je dois prendre le train, le métro, les transports pour aller au travail. Puis, je suis au travail jusqu'à 17, 18 heures. Puis, je dois reprendre le transport, parfois en grève, parfois qui marche pas, pour rentrer chez moi, aller chercher les enfants, faire à manger. Alors moi, je le redis, hein, pas de religion d'individu volontaire. Moi, c'est vraiment pas mon discours. Et je pense que, encore une fois, nos politiques publiques doivent absolument intervenir sur ce sujet pour que ça ne soit plus un sujet d'inégalité sociale. Ça coûte 140 milliards à l'État, l'inactivité physique. Donc il faut qu'on réagisse collectivement. Il faut que les entreprises aménagent le temps de travail, la manière de travailler pour favoriser l'activité physique. Au niveau individuel, ce qu'on peut faire, c'est se poser des questions du style « Par quoi je remplace la soirée familiale ?» Si cette soirée, c'est de dîner en étant assis et ensuite de regarder un film ensemble. Est-ce que je peux pas proposer à mes enfants d'aller marcher, d'aller faire un jeu, d'aller faire un cache-cache? J'ai rendez-vous avec un ami. Pourquoi est-ce que culturellement, surtout à Paris, on a cette habitude de se retrouver dans des cafés pour être assis et discuter? Est-ce qu'on peut pas aller marcher? Est-ce qu'on peut pas aller courir? Est-ce qu'on peut pas aller faire du vélo? Est-ce qu'on peut pas aller danser? En fait, c'est aussi tout ça qu'on peut réinventer. La manière dont on pense nos temps sociaux. Et là encore, les loisirs, par exemple, ont été totalement transformés ces 30-40 dernières années. L'explosion des plateformes de streaming vidéo, l'explosion des jeux vidéo en ligne, tout ça, ce sont des loisirs sédentaires. Or,
si on repense à nos amitiés les plus solides, les plus puissantes, elles se sont construites autour d'expériences partagées. Et souvent de galères. Et souvent de galères. Bon. Et ben, aller faire une randonnée, aller se lancer dans un défi sportif X ou Y, aller se balader et explorer le monde, c'est aussi une super manière de cultiver nos amitiés. Est-ce que si tu pousses un petit peu, l'étape d'après, c'est effectivement de, pourquoi pas, partir en vacances en vélo, ce que j'ai jamais fait, mais Bien sûr. Je connais des gens qui l'ont fait, de partir effectivement faire le chemin de Compostelle ou de faire des randos, ce qui revient à la mode quand même beaucoup, l'air de rien. Oui. En fait, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que dans toutes les traditions spirituelles, il y a du mouvement. On l'a oublié, mais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, chez La les Mecque. oui, chez les moines bouddhistes, pareil, les marches méditatives, on a séparé le corps et l'esprit dans la culture occidentale, et on a peut-être effectivement beaucoup d'intellectuels, notamment en France, qui incarnent cette séparation entre le corps et l'esprit. Je t'en parle peut-être avec un peu d'émotion parce que c'est le cas d'un de mes proches qui a eu une très belle carrière intellectuelle, mais qui est en très mauvaise santé physique à cause de la sédentarité. On doit se rappeler que les deux vont ensemble. Une fois, on m'a dit, mais ça, tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, si t'as pas 1 heure à consacrer à ton corps par jour, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris sur la manière dont fonctionne ton corps. Et le truc, c'est que ça paraît énorme, 1 heure. Et en même temps, on passe tellement de temps, par exemple, sur des écrans. Oui. 1 heure, c'est possible. Aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps sur les écrans qu'à l'école. Oui. Faut avoir ce genre de chiffres en tête. Est-ce que, parce que tu parlais de je sais pas à quoi tu fais référence quand tu parles d'un pédalier déjà au bureau, c'est un truc que tu mets sous ton bureau? Oui, c'est un truc que tu mets sous ton bureau qui te permet de pédaler. Ah, d'accord. Simplement. Donc, c'est une sorte de petit mouvement, Oui. assis. Voilà, mouvement des jambes assis. Est-ce que, par exemple... On peut aussi pratiquer le yoga assis. Je recommande le livre de Samuel Ganes, G-A-N-E-S, Pratiquer le yoga assis. Donc on peut trouver des mouvements assis, là, derrière. Oui, c'est-à-dire que la chaise tue, mais elle peut tuer plus ou moins selon la manière dont on est assis, selon le temps qu'on passe dessus, évidemment. Mais on peut tout à fait faire plein de mouvements tout en étant assis sur Est-ce qu'on peut aussi, alors c'est un investissement, donc encore une fois inégalité sociale, mais acheter un tapis de marche pour aider des séries par exemple, ou pour travailler sur son bureau debout? Alors le tapis de marche, effectivement, ça se développe de plus en plus. Donc c'est littéralement un tapis qu'on met sur son poste de travail, sous son poste de travail, et qui permet d'accumuler les pas. Évidemment que ça a des avantages. C'est beaucoup plus facile d'arriver aux 10 000, 15 000 pas. Dans notre enquête avec Victor Fersing, ce qui nous a un tout petit peu posé problème, c'est d'imaginer un scénario où on est comme des rats de laboratoire à enchaîner les pas, mais toujours devant notre ordinateur. Il y a une certaine dimension très productiviste avec le tapis de marche. Donc je ne dis pas que ça n'a pas d'avantage, mais je crois que le sens profond de la marche et du mouvement, c'est pas d'accumuler des pas devant un ordinateur. C'est moins pire, mais c'est pas mieux. Exactement, et c'est pour ça que on conclut le livre aussi avec des interviews de philosophes et une réflexion sur comment la marche peut nous permettre de se réapproprier la lenteur. On se réapproprie plus la lenteur si on marche sans avoir un ordinateur avec soi, sans avoir un téléphone avec soi, sans être bombardé de notifications. Et là, on touche au travail qu'a fait Johan Hari, qui est un journaliste britannique, auteur d'un livre qui s'appelle « On vous vole votre attention ». Qu'on a tous les deux reçu par ailleurs sur Volant et Métamorphose. Oui, moi j'ai le plaisir d'être son éditeur en France, quelqu'un qui fait un travail absolument exceptionnel et qui expliquait bien comment aujourd'hui on est saturé d'informations et notre cerveau ne peut pas encaisser un tel volume. On a en moyenne, quand on consulte Internet sur une journée, l'équivalent de 18 fois un journal papier qui nous arrive dans la tête. C'est quand la dernière fois qu'on a lu un journal papier de la première à la dernière page? Ça prend plusieurs heures, si on est sérieux.
Donc 18 fois ce volume, c'est évidemment impossible à absorber. La marche, le mouvement, c'est l'occasion de se réapproprier le temps autrement, de découvrir des sensations corporelles, d'être dans une expérience de vie totalement différente. Et ça peut sembler ésotérique quand je le dis comme ça, Non. mais je crois vraiment qu'in fine, c'est ça le vrai sens de la lutte contre la sédentarité, au-delà d'abaisser les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité, de troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que tu penses du coup de la politique d'Anne Hidalgo de rendre les voitures... Alors il n'y a pas que Anne Hidalgo, parce que Angers par ailleurs ou Grenoble sont des villes qui ont fait une démarche un peu similaire, où ils empêchent en fait vraiment les voitures et les deux roues à moteur de circuler. Enfin, ils font tout pour que il y ait beaucoup moins de circulation. Bon, ça a un impact sur la pollution, donc dans l'air que tu respires, etc. Mais ça a aussi un impact sur la mobilité. En fait, on voit en particulier à Paris, désolé pour ceux qui ne sont pas parisiens, de plus en plus de gens en vélo, avec parfois des engueulades, etc. Ça crée des problèmes par ailleurs, mais ça crée une mobilité. Donc c'est une ville assez compacte, Paris, l'air de rien, même si c'est la plus grande ville en France. Mais avec une mobilité qui s'est étendue, non, j'ai l'impression. Alors, c'est toujours la même histoire avec ce genre de politique publique. C'est toujours une bonne idée de redonner le pouvoir à d'autres acteurs que les voitures dans les villes. C'est toujours une bonne idée. Mais ça va dépendre de plusieurs actions. Les quartiers piétons, les pistes cyclables et la sécurisation de ces pistes cyclables, parce que c'est pas la même chose d'avoir une piste cyclable qui est simplement séparée par une ligne blanche que d'avoir une piste cyclable séparée avec un interplein. Quel est le niveau des transports en commun sur la ville concernée? Est-ce qu'on a assez de lignes de bus? Est-ce qu'on a des tramways? Est-ce qu'on a assez de métro? Est-ce qu'on a des parkings à l'extérieur de Paris? Et quel est le coût de la carte Navigo? Quel est le coût des transports en commun? Quel est le coût des bus? Quel est le coût des métros? Quel est le coût des RER? Ça, ce sont des sujets qui sont super importants et il faut les adapter de concert. Ça pose aussi évidemment plein de questions sur quel est le niveau de résilience de la ville? Est-ce qu'au sein de cette ville, on produit des fruits, des légumes, bref, tout ce qu'on va vendre au sein de cette ville? Et là, si tu prends le cas de Paris, la situation est assez catastrophique. L'autonomie alimentaire de Paris, j'ai fait un épisode dessus avec Isabelle Saporta, qui est un très vieil épisode. Elle est inexistante. Mais elle est à 3 jours, je crois, de mémoire. Donc, il n'y a pas de... Donc, voilà, c'est vraiment une réflexion très globale à avoir et je crois qu'elle est absolument essentielle pour éviter de tomber dans encore une forme d'inégalité sociale où si je suis une personne avec des hauts revenus, j'habite dans un quartier piéton et moi je peux me le permettre parce que je bosse dans ce même quartier piéton, j'ai pas à me déplacer. Mais par contre, tout ça s'accompagne de plateformes de livraison à domicile avec des gens qui, eux, passent leur temps à me livrer des trucs à droite à gauche. Je comprends. J'ai lu ce chiffre dans ton livre qui est assez marquant, ce qui est que si tu restes plus de 7 heures par jour assis, ce qui est très largement mon cas, je pense, tu augmentes ta mortalité de 30%. Sur les maladies cardiovasculaires spécifiquement, c'est ça, tu augmentes de 30% le risque de contracter une maladie cardiovasculaire. Comment ça fonctionne? Pourquoi? En fait, bon, on sait que le corps, il a été conçu pour se déplacer. On n'a pas beaucoup évolué depuis les marcheurs-cueilleurs en ça. En quoi, c'est quoi les mécanismes dans le corps qui font qu'en fait, ça génère une potentielle mortalité? Alors, t'as parlé de diabète, t'as parlé de maladies cardiovasculaires qui sont liées au mouvement. Alors, il faut prendre chaque problème les uns après les autres. Si on est sur les maladies cardiovasculaires, qu'effectivement, ça a été le fruit de ma rencontre avec le cardiologue François Carré. On a aujourd'hui des personnes de 30 ans, 35 ans qui font des infarctus en France. C'était complètement inexistant il y a 40, 50 ans, à cause de la sédentarité. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Quand on est immobile très longtemps, notre circulation sanguine ralentit. Le muscle cardiaque, c'est un muscle. Si je ne le travaille pas, il va rétrécir, il devient tout petit. Si je le travaille, que je vais marcher régulièrement, surtout si je me mets en zone 2, si je cours, si je marche... Zone 2, c'est quoi? La zone 2, c'est le moment où tu es sur un effort plus intense, mais tu peux encore parler, tu peux encore avoir une conversation. Mais tu transpires. La zone 3, c'est un effort très très soutenu, tu peux plus avoir de conversation. Et donc quand tu es en zone 1, par exemple vélo électrique, enfin moi en tout cas je transpire pas et je peux... C'est moins efficace que la zone 2, tu renforces moins ton muscle cardiaque justement. Non, l'activité que moi je recommande le plus pour la zone 2, c'est la marche avec du poids sur des terrains où il y a du dénivelé. Ah oui, on est sur un autre niveau là, d'un coup. Mais t'as du dénivelé à Paris, t'as du dénivelé dans toutes les grandes villes. Oui, mais bon, un sac lesté, c'est... Enfin, tu peux juste avoir un sac avec ton ordi, tu l'as dit. Mais... Tu peux commencer par lester à 3 kg, 4 kg, et puis augmenter au fur et à mesure, et ça va en plus te renforcer sur le haut du corps. Mais donc, tout ça, in fine, c'est une question de taille et de ton muscle cardiaque. Plus ce muscle est gros, et plus il va être efficace quand il pompe. Et donc, tu as besoin de faire moins de pompage pour activer la circulation sanguine. C'est pour ça que les marathoniens, ils ont une fréquence cardiaque qui est très basse au repos. Parce que leur muscle cardiaque s'est super bien développé, donc ils ont besoin de faire moins d'efforts. À l'inverse, quelqu'un qui est très sédentaire, tu lui demandes de monter 3 à 4 étages, il va être essoufflé extrêmement rapidement. Ça, c'est le test de l'escalier, qui est un très très bon test pour mesurer la capacité de ton muscle cardiaque. Si on prend le diabète de type 2, donc diabète de type 2, pour rappel, ça se caractérise par une hyperglycémie, donc un taux de sucre trop élevé dans le sang. Ça, c'est 4 millions de personnes en France, diabète de type 2. Ça a des conséquences qui peuvent être catastrophiques, cécité, maladie cardiovasculaire, même amputation de certains membres, et puis coma diabétique. Donc c'est quelque chose à prendre très 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 au sérieux. Culturellement, on associe le diabète à ce qu'il y a dans l'assiette. On se dit, il faut pas que je mange trop sucré. Certes, mais la présence de sucre dans le sang, c'est surtout un problème si ce sucre n'est pas assimilé. Les muscles, quand ils se contractent à l'effort, ils vont assimiler ce sucre. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux diabétiques de type 2, et en fait à tout le monde, d'aller marcher après un repas pour la fameuse marche digestive, pour justement actionner ce mécanisme. 20 minutes, c'est ça? 20 minutes, 30 minutes, le plus longtemps. Oui, mais 20 minutes minimum, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais c'est là où, effectivement, on a plein ensuite de recommandations sur le volume d'activité physique par classe d'âge, par jour ou par semaine. Et moi, l'approche que j'ai décidé de prendre avec Victor dans ce livre, c'est certes, il y a ces objectifs et ils sont intéressants pour avoir des déclics, mais ensuite, il y a une philosophie qui est de se mettre en mouvement en permanence. Les troubles musculo-squelettiques, on en a parlé, c'est une question de souplesse au niveau des articulations. Il faut les lubrifier, ces articulations, et plus on est en mouvement, plus on limite le risque de se taper une lombalgie. Sur l'obésité, bon là, c'est tout simplement une question de différence entre calories ingérées et calories dépensées. Plus je suis en activité physique, plus je brûle des calories. Donc, en fait, sur tous ces sujets, on se rend compte que souvent, on a peut-être trop priorisé la nutrition, ou en tout cas, on a séparé la nutrition de l'activité physique, alors que les deux sont indissociables. On n'en a pas parlé, mais il y a plein d'effets indirects. La sédentarité est associée, plein d'études le montrent, à une plus mauvaise nutrition. Parce que je vais avoir plus de chances de me commander à manger si je reste chez moi et de me commander à manger des aliments transformés, des aliments peu riches en protéines, des aliments qui ne sont pas locaux. Plus je reste sédentaire, plus je dérègle ma gréline, qui est l'hormone de la faim. Cette hormone de la faim, on la régule en allant marcher. Plus je reste assis, plus je vais avoir faim. Et là, il faut se pencher aussi sur le travail de 2 chercheurs, Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, qui ont publié un livre qui s'appelle « Le syndrome du paresseux », qui explique bien comment notre cerveau il est programmé génétiquement pour le moindre effort. Donc si tu as une fringale, il faut aller marcher.
Absolument. Il faut aller marcher et tu vas voir qu'elle va pincer. Elle va bien passer ta fringale. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'impact de la sédentarité sur ces facteurs de mortalité. Tu parlais tout à l'heure d'avoir une barre de traction et juste de se pendre. Enfin, de se pendre, pardon, de se pendre par les bras. Se suspendre. De se suspendre. Pas de se pendre. Et rien que ça, c'est bien. En fait, parce que c'est vrai que quand on a une barre de traction, l'idée, je pense pour la très grande majorité des gens qui nous écoutent, c'est de faire des tractions. Ce qui est, pour la très grande majorité des gens, moi y compris, quelque chose qui est très difficile. Et toi, ce que tu dis, c'est, t'as pas nécessairement besoin de faire des tractions. Enfin, c'est super si tu peux en faire. Mais juste de se pendre, ça fait du bien. Oui, tu réalignes ta colonne vertébrale. Et c'est un mouvement, c'est dur aussi pour les épaules, les bras. Oui, et puis ça va travailler aussi ta poigne, ta capacité à activer tous les muscles de tes mains. Donc évidemment, les barres de traction, c'est très bien, les élastiques, c'est très bien, les haltères, les tapis de yoga, tout ce qui te donne envie d'être mobile. Parfait. Barre de traction, on peut la mettre un peu n'importe où dans un appartement. Oui, il y a même des modèles maintenant de barres de traction qui ne demandent pas de percer dans les murs. Elles se calent avec la structure de la porte. Ça abîme un petit peu le bois de la structure, non ? Bon, c'est sûr que concevoir son appartement pour la mobilité, c'est pas toujours concevoir son appartement ou sa maison pour l'esthétisme. Et qu'est-ce qui est le plus important au final Exactement. Je crois que c'est la santé. Très bon point. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça a donné envie de bouger. Moi, en tout cas, ça m'a appris des choses, en particulier sur la fringale. Et ça me donne aussi envie de bouger un peu plus. Bon, je bouge pas mal, mais avec ce que tu disais un petit peu, c'est-à-dire que je fais du sport tous les jours, ce qui est quand même, enfin, tous les jours, au moins 6 fois par semaine. Mais après, avec des grandes périodes de sédentarité. Et du coup, l'idée, c'est comment je casse ce rythme-là, qui a aussi des habitudes à prendre. Donc, c'est aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent de pas y aller tout d'un bloc et de se dire, allez, hop, d'un coup, je change tout, mais de changer un tout petit peu, étape par étape, peut-être de faire, je sais pas, toutes les heures, un squat. Je dis n'importe quoi. Exactement. Mais, et c'est pas grave, c'est pas énorme, ça va pas changer grand-chose, mais à la fin de la journée, quand même, si tu fais 10 squats ou 15 squats, ça sera toujours mieux que si t'en fais 0. Mais bien sûr. Et ça peut être des tout petits trucs comme ça. Ça n'a pas besoin d'être des grands changements, des grands chamboulements. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand les gens nous écoutent peut-être et quand tu penses à ce genre de sujet, tu mmais la barre tellement haut que tu dis que c'est pas possible. Non, mais c'est plutôt plein de petits changements. C'est vraiment cette approche-là qu'on a voulu pousser dans le livre. On propose plein de listes de tout petits changements à mettre en place. Je sors du métro 2 stations avant, je passe mes appels en marchant, je me remets à faire la cuisine, le repassage, le ménage moi-même, je me mets à jardiner, je me mets à bricoler, je remplace les temps en famille par des temps où il y a du mouvement, où il y a des activités de jeu, etc., etc. Et ça me semble être vraiment une approche beaucoup moins paralysante que je vais me mettre à la course à pied et je vais faire l'UTMB ou, oui, c'est ça. ou mon trail dans 6 mois. Et même quand tu cours, tu peux te dire, moi je sais que je fais ça pendant les vacances. Je cours à une demi-heure, ce qui est très peu. Enfin, très peu. Voilà. Mais du coup, je le faisais tous les jours. Et je pense que ça, c'est mieux, enfin, il me semble, que de courir pendant 1h30, ce que je pourrais sans doute faire au bout d'un moment. Mais après, avec des courbatures monstrueuses, ce qui fait que je pourrais plus courir pendant 3 jours. Donc, et puis, avec les problèmes sur mes genoux, est-ce que je suis quand même assez grand? Enfin, tu vois. Donc, vaut mieux courir un tout petit peu, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, que de pas courir du tout. Parce que tu te dis, oui, non, mais moi, de toute façon, je cours lentement, donc je peux pas courir. Faut mieux courir un tout petit peu et s'y mettre au fur et à mesure, ton corps va s'habituer, etc. C'est important de le dire quand même, parce que je crois que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, en fait. On voit toujours les choses en grand, d'une certaine manière. Est-ce qu'on se bloque, on s'auto-bloque en faisant ça? Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. C'est toujours la même question en même temps. Hein. C'est pas comme si tu la connaissais pas. Mais... écoute, moi j'ai envie de l'ouvrir et de la claquer le plus souvent possible, parce qu'à chaque fois que la porte bouge, ça veut dire que je me mets en mouvement, ça veut dire que je vais d'un point A à un point B, ça veut dire que je me rapproche effectivement de nos beaux vieux ancêtres chasseurs-cueilleurs qui marchaient 15 km par jour en portant plusieurs kilos sur le dos.
Donc allons-y, Vlan au maximum. J'aime beaucoup cette idée, on me l'avait jamais faite celle-là pour le coup. Nickel. Merci beaucoup Alex. Merci Greg, merci infiniment. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.